Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Kiss Manga. Aujourd'hui, on continue l'aventure, la réaction, je veux dire, sur Five Nights at the Candy partie 3. Alors, on va voir du coup la partie, on a déjà vu dans le précédent épisode la partie 1 et la partie 2. Maintenant, nous allons voir la partie 3 et je crois que c'est la conclusion, on peut dire ça comme ça. Ce dernier jeu est assez énorme en termes de contenu, que ce soit en gameplay ou en histoire. Pour faire simple, chaque nuit sera divisée en 3 phases. L'introduction où vous êtes dans ce qui est appelé le Dreamscape, la nuit en elle-même où vous survivez à des animatroniques, et puis des mini-jeux racontant une Dreamscape, c'est aussi canon ça? histoire dans un certain théâtre. Et chacune de ces phases sera importante. Et surtout, là où je trouvais que les 2 premiers jeux nous envoyaient des pièces un peu en l'air sans vraiment qu'elles ne puissent coller où que ce soit, le 3e, au contraire, nous aidera grandement à toutes les recoller. L'introduction du jeu semble déjà reprendre sur la fin du dernier. Le dernier mini-jeu de Fnac 2 nous montrait une petite fille entrée dans un restaurant en réouverture, elle pleurait face à des animatroniques et voyait un enfant se faire frapper par le rat. Très peu de temps après, cette petite fille sera prise en thérapie. On y apprend que le petit, s'étant fait frapper, était le frère de cette fille. Elle emportera... Voilà. Dans le dernier épisode, j'avais fait une théorie que c'était frères et sœurs. Je me disais bien, ils avaient la même tenue. un traumatisme et son psy essayera de la rassurer en lui Et le même physique. disant que les animatroniques ne sont que des robots. La petite ne devra pas laisser la peur et les cauchemars prendre le dessus et devra faire face à ces monstres. Le psy l'appellera Marie, un personnage qui Bah, tu m'étonnes qu'elle a peur, t'as vu ses dessins, punaise, ils font peur. ne nous est pas inconnu, c'est Marie Schmidt, celle de Fnac 1. Le psy dira finalement qu'il a besoin que Marie se souvienne de ce qui s'est réellement passé 1 an plus tôt, une année où un théâtre contenant le rat et le chat existait et où le père de Marie l'amenait. Donc en gros, le père de Marie est allé au théâtre avec sa fille. Le théâtre, c'est une partie importante dans ce restaurant-là. Vous comprendrez pourquoi plus tard, s'il l'explique. Normalement, il va l'expliquer. Par rapport au rat et au chat. Les 5 nuits du jeu, Marie affrontera ses peurs des animatroniques et se rappellera petit à petit de ce qu'il s'est passé cette année-là. Ça ressemble au FNAF À la fin 4. de chaque nuit, on a une cutscene se passant dans un lieu très spécial, le Rat and Cat Theater, le théâtre du rat et du chat. Ah, donc le théâtre du chat, donc les 2 personnages étaient Un théâtre dans lequel se le rat et le chat. trouveront ces 2 animatroniques qui animeront tous les jours pour amuser les enfants. On jouera donc Marie dans ce bâtiment, la 41e semaine de 1961 précisément, en octobre donc. On le remarque grâce à des horaires affichés proches de la scène, horaires qui correspondent à des dialogues de personnages dans le jeu. Ce calendrier correspond donc pour sûr à la semaine que l'on vivra dans ce jeu. Le vendredi, donc la dernière nuit, un show surprise arriverait. Les nuits 1 à 4 suivent plus ou moins le même pattern. Marie est amenée au théâtre par son père, elle jouera à cache-cache avec le rat et le chat alternativement chaque nuit. Notons tout de même quelques détails avant de passer au dernier mini-jeu. Il y aura Vinny dans ce bâtiment et il sera contrôlé par un marionnettiste. Ah, on dirait que c'est bien canon tout ça. C'est d'ailleurs dans ce jeu qu'on apprend que l'animatronique se nomme Vinny. Et vient donc la 5e et dernière nuit. Dans le Dreamscape, on voit la chambre assez complète. Le chat Origami, personnage qui aide beaucoup Marie durant tout le jeu, lui dira qu'elle rencontrera le psy de nouveau le lendemain, qu'il aurait sûrement une solution à ses problèmes. Mais tout d'abord, laissez-moi vous raconter une courte histoire. À travers des journaux trouvables dans le Dreamscape, 3 en particulier nous racontent un événement très intéressant. Une fin brutale pour un théâtre joyeux d'habitude a eu lieu ici, hier, quand 2 de ses acteurs se sont battus juste avant que le show du jour ne démarre. Oh, Les acteurs jouant le rat et le chat dans le show du théâtre ont été trouvés morts dans la salle d'employés par l'acteur jouant le marionnettiste. Un acteur était sous l'influence et est mort après avoir étranglé son adversaire avec la jante sur le dessous de la tête du costume. Les têtes de costume étant hermétiques et les acteurs devaient avoir de l'air à travers l'espace autour du cou du costume. Les experts en médecine disent que le premier acteur est mort d'asphyxie. L'autre acteur est mort en se frappant la nuque contre le bord de la table après être tombé. On présume qu'il s'est évanoui après une poussée d'adrénaline due au combat avec son collègue. Un expert dit qu'il aurait très bien pu voir et entendre en étant paralysé. Quelle terrible chose à expérimenter. c'est aussi canon Dans ce ça. théâtre, on se retrouve donc avec 2 employés qui mourront dans le costume de chat et de rat. Cela causera la fermeture du bâtiment peu après et sa réouverture l'année suivante, avec le fameux événement de la fin de Fnac 2, qui a dû pour le coup fermer le bâtiment pour de bon. Mais pour en revenir à la nuit 5, au bout de ce dernier cauchemar, viendra le dernier mini-jeu.
Le vendredi, le show surprise doit arriver. Beaucoup plus d'enfants sont présents, c'est bien que Laura leur propose à tous de jouer à cache-cache. Marie n'aura plus d'endroit où se cacher, on verra le chat sortir de la salle des employés en laissant la porte ouverte. Marie ira donc se cacher dans cette salle, vu qu'elle ne peut pas se cacher autre part. Plusieurs révélations se trouveront dans cette salle. Tout d'abord, on apprend que le nom du chat serait Candy, nom qui devrait être révélé durant le show surprise. Et ensuite, détail un peu plus secondaire et triste, mais plutôt dans le jeu, un enfant se réjouissait d'avoir donné des dessins aux animatroniques du bâtiment, donc aux acteurs, et on retrouvera ces dessins à la poubelle. Marie se cache dans le placard. Laura l'aura vu arriver ici, donc la suivra, mais sera interpellée par le marionnettiste. Ils auront une dispute parce que Laura serait bourrée. Le marionnettiste lui dira de retourner chez lui pendant que Laura se verra pousser des ailes et dira que tous les enfants l'aiment et qu'il doit faire vivre le show. Ils auront une dispute plus physique ensuite, le marionnettiste poussera le rat, mais ce dernier atterrira contre le bord d'une table, saignant ensuite. Une dispute suivie d'un malheureux incident. Le chat arrive et voudra appeler la police en disant la vérité, mais le marionnettiste voudra mentir pour éviter d'aller en prison, même si c'était qu'un accident. Le chat refusera et appellera la police tout de même dans l'intention de dire la vérité, et le marionnettiste continuera dans son erreur en tuant volontairement le chat. Il appelle ensuite la police en indiquant une dispute entre les deux acteurs, qui sera donc racontée par les journaux que j'ai cités plus tôt. La version publique sur c'est canon du coup toute cette histoire. Ok. le moment, c'était que les deux acteurs se sont battus et que Laura serait tombée sur un coup d'adrénaline. Mais la vérité est tout autre, le marionnettiste s'est battu avec Laura, ce qui a très mal tourné. Et il s'enfoncera dans le malentendu en tuant le chat. De cette manière-là, une seule personne détient la vérité sur cette bagarre, le marionnettiste. Du moins, c'est ce que lui-même pensait. Rappelons que Marie est témoin de toute la scène. Elle a vu ce meurtre se dérouler et ça. Marie, du coup, c'est elle qui s'était cachée dans le placard, dans le dans le RP, dans le RP Minecraft de ce jeu. C'est quelqu'un d'autre qui s'était caché derrière. Ça laissera un certain traumatisme en elle. Elle ne se souviendra plus de ce qu'elle a vu ce soir-là, mais elle sera terrifiée des animatroniques. Elle retrouvera son père dans un dernier mini-jeu où l'on voit le marionnettiste témoigner de sa version des faits. Donc, chronologiquement, au tout début de la timeline, le théâtre ouvre ses portes. Marie y va en 1961, mais il sera témoin d'un meurtre de 2 employés dans les costumes du rat et du chat. Ces derniers seront donc maintenant hantés. Le rat hanté par un alcoolique qui serait dérangé d'après le marionnettiste, ce qui explique pourquoi il est toujours montré comme un animatronique à part dans les premiers jeux. Le chat, de son côté, est hanté par l'âme d'une personne plutôt généreuse qui voulait aider, mais qui sera injustement tuée. Marie ne se souvenant pas de ce qu'elle a vu, le marionnettiste ne sera pas arrêté par la police. Et en 1962, donc un an après, le bâtiment ouvre de nouveau, Marie va voir les animatroniques, mais pleure parce qu'elle garde toujours des traces de son traumatisme. Son frère s'approche de la scène et sera frappé par le rat. Une semaine après, Marie est prise en charge par un psychologue, et l'introduction du jeu vient donc avec, et le jeu complet par la même occasion. Ce psychologue l'aidera à faire face à ses peurs et ses traumatismes, et lui demandera de se rappeler de ce qui s'est passé l'année dernière dans le Rat and Cat Theater. On joue donc Marie qui se rappelle petit à petit dans le Dreamscape, un endroit se trouvant dans ses rêves et ses souvenirs. Le Dreamscape, ça c'est intéressant. Donc c'est aussi canon. Oui, dans le RP, il y a il y a tous ces éléments-là en fait. Ils apprennent vraiment le jeu. Ça, j'ignorais. Enfin, je vous ai dit, j'ignorais avant ce qu'était l'histoire de ce jeu avant. Peut aussi se balader dans le Deepscape, là où se trouveraient ses souvenirs les plus profonds, mais aussi où se trouveront des monstres dans l'ombre, monstres qui représenteraient son traumatisme, son souvenir du théâtre. Au fil des nuits, on la jouera dans le restaurant, donc elle se souviendra de plus en plus. Des meubles de sa chambre apparaîtront dans le Dreamscape, le chat origami l'aidera et la guidera à travers toutes ces nuits, et quand viendra la 5e nuit, elle se souviendra de tout ce qu'il s'est passé ce jour-là. Elle en parle donc à son psychologue, qui rassure Marie en disant que rien n'était de sa faute, qu'elle n'a plus besoin de craindre les animatroniques. Et on obtient donc la Truth Ending, la fin de la vérité, qui sera la fin canon du jeu. Marie témoigne totalement au sujet de cet incident, et le psychologue prendra rendez-vous avec les policiers en charge de l'affaire pour faire entendre le témoignage de Marie. Il demande de couvrir l'affaire. C'est donc le 7 décembre 1962 que se termine ce jeu. Le marionnettiste sera arrêté, Marie se souviendra de tout et pourra enfin passer à autre chose. Tout est bien qui finit bien. Pas tout à fait à vrai dire.
Maintenant qu'on a tout ça de contextualisé, il ne nous reste qu'à expliquer les quelques mystères par-ci par-là de la franchise. Qui est Shadow Candy? Que sont les cauchemars de Marie plus concrètement? Que sont les fameux 6 incidents dont parlait un journal de Fnac 2? Nous allons donc maintenant nous concentrer davantage sur ce genre de mystères qui aideront à comprendre le reste de l'histoire. On a une autre fin qui nous permet d'abord de mieux comprendre les cauchemars de Marie. Si toutes les nuits vous faites tomber le chat origami de la petite table rouge à votre droite, alors au bout de la 5e, des événements étranges se produiront. En lançant la nuit 5, vous vous retrouverez dans le couloir liant le Dreamscape au Deepscape, mais l'accès au Dreamscape sera fermé, donc vous ne pourrez pas faire la nuit 5. Votre seul choix est donc d'aller au Deepscape et le jeu va crash. En relançant le jeu et en revenant sur la nuit 5, vous atterrissez cette fois dans la chambre du Dreamscape, mais ayant une ambiance différente, et vous ne pourrez pas sortir. En allant dormir, vous aurez un dialogue très intéressant avec le chat origami. Regarde-moi maintenant. Je voulais juste t'aider. J'étais ton ami. Mais maintenant, tu m'as transformé en l'un d'entre eux. Tu voulais tellement m'oublier. Et je ne sais pas pourquoi. J'étais ton dernier souvenir d'elle. Ta mère. Tu m'as fait avec elle ces années plus tôt. Je devais t'apporter de la joie. Mais maintenant, je ne t'amène que de la peine. Je ne suis pas voulu. Et les souvenirs non voulus deviennent des cauchemars. On apprend donc ici deux choses. D'une, les cauchemars de Marie représentent des souvenirs dont elle ne veut pas, qu'elle rejette. Donc le rat et le chat représentent le traumatisme de Marie. Le psychologue en venait aux mêmes conclusions. Elle avait oublié, mais le sentiment de peur est resté. Sentiment de peur se rattachant aux animatroniques qu'elle a vus ce jour-là. Et de deux, cet origami est donc le dernier souvenir qu'a Marie de sa mère. Ça représente donc une certaine figure maternelle durant tout le jeu. Le chat guide Marie, lui donne des conseils et la rassure, comme sa mère pourrait le faire. Mais durant cette fin, en rejetant l'origami, Marie rejetterait donc les souvenirs de sa mère, devenant donc un cauchemar à son tour. Ils t'empêcheront même de te rappeler de ce qui ne s'est passé. C'était la clé pour te débarrasser d'eux. Mais maintenant, ils te hanteront pour toujours. Mais j'ai la solution. Tu ne peux pas avoir de cauchemar. Si tu ne peux pas t'endormir. C'est ironique. Tu voulais m'oublier? Mais maintenant, avec ce que je suis devenu à cause de toi, je serai une pensée cachée dans ton inconscient. La vérité, c'est que je ne peux pas te garder éveillé pour toujours. C'est Shadow 4. Mais je peux te garder éveillé. Chaque fois que tu fermes les yeux. Tu regarderas droit dans les miens. L'origami deviendra donc un cauchemar. Il nous précise bien que c'est en faisant face à la vérité que l'on peut se débarrasser de ces monstres, de ces cauchemars. Et on ne peut pas le faire sans l'aide de ce personnage, soutenant Marie à travers toutes ces nuits. Et continuons avec les cauchemars. Marie en aura un dernier, la nuit finale. Cette nuit prend place suite aux 5 premières nuits chronologiquement, après le témoignage de Marie et l'arrestation du mari. Donc en gros, Origami, qui voulait la protéger des cauchemars, a décidé que pour que les cauchemars se disparaissent, il faut qu'elle fasse face à ses propres cauchemars, à son propre passé. Du coup, il va l'obliger à rester éveillée toutes les nuits, pour pas qu'elle ait des cauchemars. Le problème, c'est que pour qu'elle reste toute éveillée toutes les nuits, c'est lui fait faire des cauchemars. C'est... Ouais, c'est ironique. Marionnettiste. On fera face à un monstre qui parlait déjà aux joueurs durant l'introduction du jeu, disant à Marie que tout est de sa faute, essayant de la faire culpabiliser. Dans cette nuit 6, on retrouve ce monstre s'adressant à Marie. Le poids de ta culpabilité a été effacé. Donc pourquoi es-tu revenu ici? Je suppose que tu voulais confronter le problème. Moi, le problème. Je n'avais pas réalisé ce que j'avais fait avant d'être dans mon lit, sur le point de dormir. Je n'ai jamais été capable de penser normalement encore. Je ne sais pas si ça serait toujours arrivé si tu n'avais pas été là. Mais tu étais là, tu as tout vu. Et maintenant, la vérité a éclaté. Et ma vie prend fin. J'avais tout. Et puis tu me l'as pris. Tu ne t'en sortiras pas avec ce que tu m'as fait. Tu as gâché ma vie. Et maintenant, je vais m'assurer que tu ne pourras plus jamais dormir.
Ce monstre qui essaye de faire culpabiliser Marie au début du jeu serait donc Monster Vinny, une version monstrueuse de Vinny, représentant donc le marionnettiste, mais aussi une part de culpabilité de Marie. En dénonçant le marionnettiste, qu'il soit coupable ou non, elle a ruiné la vie de quelqu'un, et l'a peut-être Winnie. même condamné à mort vu ce que dit le monstre. Elle fera face à ce cauchemar qui sera beaucoup plus violent que les autres. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont pris bien le FNAF 4. Vous voyez, le FNAF 4 où c'est Evan, où c'est Cranchild qui toutes les nuits pleure dans sa chambre et est obligé de survivre avec que sa petite lampe par rapport avec les nightmares animatroniques il essaye de le tuer, il essaye de le tuer et et en fait ce sont des nightmares, ce sont des cauchemars en fait. C'est pas des vrais animatroniques, c'est des cauchemars plutôt. Que à cause du traumatisme à cause de la peur et le traumatisme du harcèlement de son frère, bah voilà. Bon, c'était un petit point info. Étant donné que Marie fait face à l'origine de son traumatisme. Et au bout de cette nuit-là, on a une nouvelle note nous disant que Marie se porte de mieux en mieux et qu'elle peut même de nouveau dessiner les animatroniques comme elle le faisait avant. Elle aura surmonté son traumatisme au fil des mois. Un dernier easter egg du jeu consistait en une chasse Oh, lui aussi il est cliché. Ok. Enfin, il est cliché des canons. à mini-jeu avec le personnage de Lollipop, servant à teaser le prochain jeu de l'auteur des jeux Fnac. Ce n'est donc pas totalement à prendre en compte dans le lore, en dehors du fait que Lollipop serait un jouet abandonné dans la mémoire de Marie. Cependant, pendant qu'on parle de mini-jeux, il y en a 3 dans Fnac 3 que l'on peut récolter à travers les nuits et chacun d'entre eux glitch à la fin, nous menant vers un mini-jeu totalement différent et nous racontant un peu plus de lore. Commençons par la fin parce que ça sera le plus simple. Le mini-jeu Candy's Adventure, à la fin on peut battre un boss nous menant dans une zone glitchée, puis vers un mini-jeu dans le restaurant de Fnac 1 directement. Et ce mini-jeu viendra confirmer mon hypothèse. En 1993, Laura a tué un gardien de nuit. Quant aux 2 autres mini-jeux, on a d'abord Fishing with Candy, où l'on se retrouvera dans un restaurant assez étrange. Il pourrait être comparable à celui de FNAF 2, mais retourné à 90 degrés sur la gauche. En comparant les 2 maps, ça colle plutôt bien. À un certain endroit, il y a un attroupement d'enfants, ce qui correspondrait aux 3 toys sur la scène. D'un autre côté, ça irait plutôt vers Mangle, et donc, en allant tout droit, on fait face à la puppet, qui danse face à des enfants, et qui se met à glitcher en devenant Vinny. Le personnage que l'on joue serait Marie, on le voit à sa coupe de cheveux, je pense que ce qu'on nous montre là pourrait être ce qui enverra Marie vers le restaurant dans les prochains jeux. Elle verra qu'un restaurant, le Freddy Fazbear's Pizza, ouvre ses portes, elle y rencontrera la marionnette qui nous rappellera Vinny, et elle ira donc vers le Candy's Burger and Fries dans Fnac 1. Le dernier mini-jeu nous montrera aussi un événement de la timeline, 2 enfants tués, 2 jumeaux, dans l'usine de Fnac 2, et cette fois, le chat est responsable. Coupé. Oui. Ok. Oui. On pourra voir une ombre du rat, mais je reviendrai dessus d'ici peu. Donc la morale de l'histoire via 2 de ces mini. Donc, attends, c'était le chat ou Laura? On pourra voir une ombre dans l'usine de Fnac 2, et cette fois, le chat est responsable. Ah, c'est le chat qui a poursuivi les deux enfants? On pourra voir une ombre du rat, mais je reviendrai dessus d'ici peu. Dans ma théorie précédente, il était poursuivi par bien quelque chose, donc c'est bonne dans ma théorie, mais pour moi c'était Lara. Donc la morale de l'histoire via 2 de ces mini-jeux, c'est que le rat est majoritairement responsable de tous les incidents de cette histoire. Il tue des jumeaux dans une usine en 1987, jumeaux qui intront Candy et Cindy. Il tue un gardien de nuit en 1993 et par extension en 1962, il faut une baffe monumentale aux frères de Marie. Là où dans FNAF on a une histoire sur un tueur qui fait que des animatroniques sont hantés, ici on se retrouve avec que 2 animatroniques hantés de base qui commettront de nombreux incidents à l'avenir. C'est ça que Vinny voulait dire dans la cutscene finale de Fnac 1, là où on voit le rat s'agiter en 1962, le seul du lot qui s'agite, parce qu'il est hanté et qu'il est furieux, parce que de base, il y a un humain dans ce costume qui était alcoolique et violent. Et le responsable de toute cette histoire est donc le marionnettiste, il a tué ces 2 personnes de base, même si c'est parti d'un incident, il se sera enfoncé dans son erreur pour se protéger. Vinny clamera face à une caméra qu'il aurait commis une erreur, et que ce serait maintenant le problème du gardien de nuit. Il n'aurait jamais voulu que des enfants meurent, on le voit même s'inquiéter pour des enfants pendant qu'il se disputait avec l'acteur du rat. Tout ce qu'il voulait, c'était sauver sa peau sur le coup. Voici donc l'histoire. J'aime bien Vinny dans le RP Minecraft dont je vous ai parlé dans le dernier épisode et dans cette partie-là et dans la partie précédente.
J'aime bien Vinny, même il a commis l'erreur de tuer le chat, qui lui n'a rien fait du tout, qui voulait même l'aider. Euh, j'aime bien en fait, il a quand même du repenti, il repent quand même. Bien qu'au début il a été lâche pour avoir fui son erreur, ce qu'il a commis. Après qu'il soit été emprisonné, je pense qu'il est mort. Je sais pas comment, en fait je sais pas pourquoi ni comment, mais peut-être qu'ils vont, mais en gros, je sais pas comment Vinny arrivait à faire en sorte de posséder un puppet qui n'était pas du tout au même endroit où il était. C'est ça le problème. La puppet n'était pas là où il devait être mort, donc c'est ça, c'est bizarre. Donc je sais pas comment ça se fait qu'il la possède Vinny maintenant, la puppet. En tout cas, c'est ironique vu que c'était lui qui jouait la puppet. Il jouait Vinny, il jouait la puppet, oui. Du coup, la marionnette, je veux dire. Du coup, voilà, il a eu quand même eu le temps de se repentir et lui, son but, c'était pas de tuer personne, c'était même pas de tuer de personne, il a tué par accident le mec bourré, le rat, qui était bourré à ce moment-là, et le chat qui est arrivé juste et a vu la scène et qui a voulu appeler la police, il l'a tué pas parce qu'il voulait le tuer, il l'a tué parce que c'était nécessaire pour lui, c'était une façon, il voulait pas, il était lâche à ce moment-là, il voulait pas il voulait pas avoir des conséquences par rapport à la mort accidentelle du rat. Bien entendu, il a dû tuer du coup le chat, ça c'est malheureux, qui n'avait rien fait. Et du coup, bah, c'est en fait le seul reproche qu'on peut faire à Vinny, c'est qu'il a tué qu'il a été lâche et qu'il a tué le chat, qui n'avait rien fait du tout. Et mais là, c'est la seule chose en fait qu'il a tué. Il a pas l'accident, c'était pas de sa faute, c'était la faute du rat. Le rat, il avait qu'à pas être bourré à ce moment-là. Et le rat, bah, c'est comme il l'a dit tout à l'heure, c'est lui qui tue principalement les gens. Et à mon avis, comme il est mort bourré, et son cadavre, son fantôme, son âme, son esprit qui l'hante, le rat, le personnage qui jouait le rat à l'époque, qui s'était bourré, et bah, est toujours en un certain sens bourré et en colère. Pour ça qu'il poursuit toujours les enfants et tue plein de monde. Voilà. Par contre, je comprends toujours pas pourquoi le chat a poursuivi les jumeaux dans le chat. Je comprends pas pourquoi il a poursuivi les jumeaux dans le. Je sais pas. Ils ont l'air d'avoir quand même une espèce de conscience. Du coup, la preuve. Vinny nous parle en disant très clairement que tout était de sa faute, tout ça. Il assume sa faute, son erreur. Et du coup, il a conscience, du coup, il a une conscience, tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Il a une conscience, du coup, le rat, lui, bah, il est toujours en mode meurtre, donc je pense qu'il est plus en colère et encore bourré, donc son état d'esprit n'est pas positif, mais plutôt négatif, donc il tue, ok? Mais le chat, qui lui, de base, n'avait rien fait de mal et qui a été tué par accident, tellement, non, non, pas lui, mais qui a été tué par Vinny, lui n'avait rien fait de mal, n'avait pas tué, n'avait pas commis, la seule faute qu'il avait fait, c'était même pas une faute, c'était juste d'appeler la police. Et voilà, c'est tout, c'est juste Vinny qui a tué le chat. Donc je me demande pourquoi le chat poursuit les enfants dans l'usine. Il y a l'excuse du, euh, du truc de sécurité. Il y a un programme de sécurité, du coup, s'il y a des intrus, ils poursuivent les intrus. Il y a peut-être ça, c'est possible, mais le problème c'est que c'était pas un animatronique rempli de technologie, c'était un costume pour les employés comme pour les employés, pour les humains. Donc il n'y a pas non plus ce genre de choses il n'y avait pas cette technologie à mon avis à l'époque. Enfin, voilà, je me pose pourquoi il a poursuivi les deux. Peut-être qu'il s'est réveillé, il a repris conscience et il est aussi en colère, mais pourquoi? Enfin voilà, il n'y a pas de raison. Je trouve pas de raison ni de réponse à ça. Histoire tragique des trois Si vous avez des idées, dites-le moi. Hein. premiers Five Nights at Candy's, je ne vais pas tout récapituler tout de suite parce qu'il nous reste encore un mystère à aborder pour compléter le tout. Shadow Candy. Et pour bien le comprendre, parlons donc du remaster de FNAC 1.
Vous recherchez la tenue parfaite? Trouvez-la dans les meilleures ventes mode Amazon. Profitez-en dès maintenant. Il y a 3 ans sortait un remaster de Fnac 1 qui ajoutait quelques éléments au lore. Emile Mako, développeur de Fnac, a beau avoir une histoire bien réfléchie, elle a dû se développer et s'éclaircir avec le temps. C'est pourquoi il ajoutera quelques éléments très intéressants à l'histoire. Durant la Custom Night, si vous mettez tous les animatroniques à 0 et que vous tombez à court de batterie, là où d'habitude un animatronique viendrait vite vous tuer, on aura à la place un monologue de Marie s'affichant à l'écran. Plus de puissance, plus de lumière, rien. Pas de danger, pas d'inquiétude, pas de fun, juste moi, seul dans le noir. Tout ce que je peux faire, c'est attendre et penser à ce que j'ai fait. Elle semble donc toujours avoir une part de culpabilité, probablement en pensant au fait qu'elle a dénoncé le marionnettiste. C'est d'ailleurs très sûrement cette culpabilité qui la poussera à aller dans le restaurant de Candy 25 ans après les faits. Et un dernier ajout qui va nous permettre de résoudre... Je pense pas qu'elle doit s'en vouloir. Bon, quand elle était enfant à cette époque-là, elle était traumatisée, mais je pense pas qu'elle doit s'en vouloir. Parce que elle a bien fait en fait. Bah, d'une certaine façon, elle a peut-être, non, elle a cauchemar le cauchemar de Vanny, de Vinny ou Vanny ou Vinny. Oh, j'arrive pas à dire. Bon, Vinny, le cauchemar de Vinny, cauchemar Vinny, Nightmare Vinny, qui lui disait c'est de sa faute, tu as détruit ma vie, tout ça. C'est peut-être ça qui fait qu'elle est en mode, je voulais, elle s'en veut, mais ça c'était pas vraiment lui qui disait ça, c'était plutôt juste Origami qui contrôlait ses cauchemars de mon point de vue. Et je pense qu'elle a bien fait de le dire, de faire révéler l'affaire, parce que sinon, Vinny ou Vanny n'aurait pas eu à se rendre compte de ses conséquences et n'aurait pas eu à s'en vouloir, quoi. Il aurait continué sa vie comme si rien n'était. Peut-être il serait voulu, eu la culpa, il aurait toujours eu la mort du chat sur ses épaules. Peut-être qu'il aura il aurait peut-être la culpabilité, mais il aurait pas fait face à ses propres, à ce qu'il a fait en fait. Il n'aurait pas fait face à ce qu'il a fait. Et ce que je trouve positif là-dedans, c'est que malgré que ça a détruit sa vie, que ça a coupé sa vie, comme je vous ai dit, il doit être mort vu qu'il possède Vanny ou Winnie, j'arrive pas de me tromper de nom. Et bah, peut-être que au fur et à mesure des années qu'il était dans cette pupette dans l'usine, parce que à cette époque-là, il était dans l'usine, et ben peut-être il a eu le temps de réfléchir à ce qu'il avait fait et à s'en vouloir et il a commencé à prendre ses responsabilités. Il dit très clairement dans les messages qu'il dit à chaque fois, c'est de ma faute, c'est mon erreur, c'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Non, il dit très clairement c'est lui. Donc à mon avis, il a eu le temps de réfléchir à tout ce qu'il a fait et quand il voit que le rat tue des enfants ou le chat tue des enfants, et bah il s'en veut encore plus parce que lui il a jamais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a jamais voulu tuer qui que ce soit. C'est juste que sur le moment quand il y a eu l'accident, malheureusement il était lâche et l'humain, désolé de vous dire, mais n'aime pas assumer ses responsabilités. C'est un défaut que plusieurs humains, tous les humains ont à peu près. Je dis pas que tout le monde va être lâche, mais dans cette situation, mais c'est un gros point négatif que les humains ont quelquefois ce genre de choses. Même ça arrive à tout le monde d'être lâche et malheureusement ou par peur d'être on ment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, c'était c'était pas normal qu'il le tue, le chat, parce qu'il avait rien fait de mal, mais c'est sa réaction de peur, de panique et de et de enfin voilà quoi, bah voilà quoi, c'était normal, c'était et de l'acheter, sa réaction était, on va dire, logique d'un certain point de vue. Ses sentiments étaient logiques à ce moment-là. Il avait tué accidentellement quelqu'un, alors qu'il de base il voulait pas tuer quelqu'un. C'est ça en fait le gros point de l'histoire. C'est du coup, le fait qu'il soit mort et qu'il soit maintenant
la marionnette et qu'il soit pendant des années enfermé dans cette marionnette et qu'il doit réfléchir à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait de mal et tout ça, et qu'il voit maintenant les actions qui s'est passées après tout ce qui s'est passé. Quand quand il voit le rat tuer des enfants, ou le chat poursuivre les deux jumeaux dans l'usine, ou le rat tuer des gens, il s'en veut, quoi. Il y a pas que ça, mais bien entendu, il s'en veut par rapport à ça. Lui, son but n'était pas du tout de faire du mal aux enfants, de faire du mal à quelqu'un. Enfin voilà, quoi. En gros, c'était une réaction. Le seul point négatif, enfin le seul reproche qu'on peut faire, c'est que sa lâcheté et sa peur l'ont fait commettre un acte irréparable. Donc en fait, c'est pas la faute de Marie qui pas la faute de Marie, mais elle ne comprend pas et elle ne se rend pas compte encore du point de vue elle ne se rend pas compte en fait que c'est pas de sa faute. Pour moi, elle a bien fait de le dire. Parce que déjà d'une, si tu le dis pas, c'est que t'es complice du meurtre. Mais bon, mais voilà quoi. C'est triste parce que tout ça, ça a commencé par un accident à cause du rat qui était bourré. Enfin, l'acteur qui jouait le rat qui était bourré. Déjà d'une, pourquoi t'es bourré dans un endroit où il y a plein d'enfants? Le marionnettiste, lui qui a vu le rat, bah, bourré, bah c'est normal, c'était son job d'aller voir ce qui se passait, qu'au travail t'es pas bourré, quoi. Donc en fait la faute de tout ça, le point de départ, c'est le rat, c'est la faute du rat de base, bien entendu, parce que si le rat n'était pas bourré à ce moment-là, il y aurait pas eu cet accident et le marionnettiste n'aurait pas tué le chat. En gros, c'est la faute du rat, de l'acteur qui joue le rat. Mais c'est pas non, je dis pas non plus que, je répète souvent cette phrase, mais je dis pas non plus que le marionnettiste n'était pour rien, parce que dans la situation qu'il a menée, et ben il a bien tué le chat malheureusement, et du coup c'est ça son problème. Il aurait pas dû tuer en fait le chat. Mais voilà, normalement, voilà quoi. Outre le mystère final de cette franchise, la nuit glitchée. Une fois les 6 nuits du jeu finis, vous aurez accès au menu extra. Comme d'habitude, vous pouvez vous balader et y trouver des jumpscares, des making-of de certains animatroniques et surtout les modèles. En se baladant à travers les modèles, vous remarquerez que la musique se coupe sur le rat. Rien de plus normal pour l'animatronique responsable de tout dans cette saga, vous me direz, mais en restant un peu plus longtemps sur l'écran du rat, le jeu glitchera et vous donnera 7 nombres aléatoires. Nombre à entrer dans la Custom Night dans les difficultés des animatroniques. Et c'est là que vous remarquerez Shadow Candy à la place de Candy. En enlevant le moniteur, cet animatronique sera juste en face de vous et vous jump. Shadow Candy, pour moi, c'est Origami. C'est le chat violet qu'elle a créé dans son esprit. En fait, si elle voit Shadow Candy, c'est parce que c'est l'origami qui est dans ses rêves, qui contrôle ses cauchemars et tout ça. Jumpscare ensuite. Et la nuit glitchée se lancera. Cette nuit sera un boss fight face à Shadow Candy. Il partira de la caméra 13, une nouvelle caméra du jeu, et une fois parti, vous devrez le chercher sur toutes les autres caméras. Il pourra être visible seulement avec la vision nocturne ou sans parfois. Et quand il arrivera sur le bureau, il vous jumpscare et l'horloge retournera en arrière. C'est une fois à 0% qu'il vous jumpscare pour de bon. Une fois la nuit gagnée, vous aurez un teaser pour FNAC 4, mais on reviendra dessus dans la partie FFI. Ce Shadow Candy est un réel mystère et je vous avouerai que c'est sûrement le plus courant de cette franchise pour le moment. Aucun mort ne semble s'y connecter directement, aucun élément pouvant se lier à lui spécialement. Même si on a un petit élément pouvant s'y lier dans FNAC 3, une nuit appelée Shadow Challenge, mais elle ne semble déjà pas canon au lore. On y affronte un certain Shadow Cat, une version sombre du chat, et c'est plus ou moins tout. On n'a pas de fin ou d'épilogue à ce challenge, juste un petit fight avec un chat. J'avais bien une ou deux théories en tête, mais elles ne tiennent pas la route. Et Dieu merci, Emile Mako donne une réponse à ce mystère dans une interview en 2017. Qui sont les Shadows dans FNAC ? Les Shadows sont un lien au rat et au chat. Quand ils ne sont pas ensemble, celui qui n'est pas là apparaît sous forme d'ombre. Si vous ne comprenez pas, voilà une explication. Dans FNAC 1, dans le restaurant où se trouvait seulement le rat, et le chat à ce moment-là était dans l'usine. Donc dans le resto se trouvait Shadow Cat, qui évoluera éventuellement en Shadow Candy, et dans l'usine, Shadow Rat. Et vu que dans FNAC 2, le rat et le chat étaient dans l'usine ensemble, les Shadows n'étaient pas vraiment nécessaires.
Voilà donc ce que sont les Shadows, des incarnations de l'animatronique original manquant, et on ne verra quasiment que le Shadow Cat, vu que le Shadow Rat ne sera nécessaire que dans un mini-jeu. Donc dans Fnac 1, on a Shadow Candy, une forme évoluée d'un Shadow Cat. Et on peut donc expliquer le mini-jeu de la nuit 6 de Fnac 2, il mènera Old Candy devant un enfant perdu dans l'accueil du restaurant. Mais pas pour le protéger, très sûrement pour le tuer, comme le vrai chat aurait tué les jumeaux dans l'usine. C'est d'ailleurs ici le seul moment où on peut voir un Shadow Rat, parce que le rat n'est pas dans l'usine sur le moment. Et pour ce qui est de cette nuit glitchée de Fnac Remastered, je pense personnellement qu'il s'agit d'un cauchemar de Marie. On pourrait le remarquer à l'origami sur le bureau, et aussi par le fait que la nuit n'a vraiment pas de sens. La caméra 13 n'existe pas techniquement dans le jeu. Et reparlons de cette interview avec Emile. Celui interviewant Emile demandait ce qu'il se passait dans le mini-jeu Fishing with Candy, où la pupette devient Vinny. Le but de ce mini-jeu est que quand Marie est venue dans la pizzeria de FNAF 2, elle a vu la pupette originale, ça lui a rappelé Vinny. Mais elle a vu Vinny des années plus tôt, elle a oublié à quoi il ressemblait totalement, donc elle l'a assimilé à la pupette originale avec un visage triste et des joues. Ça serait pour ça que Vinny changerait d'apparence d'une cutscene à l'autre, ou d'un jeu à l'autre. Les cutscenes de Fnac 1 nous montreraient un Vinny imaginé par Marie. Vinny dans ces cutscenes serait une hallucination, donc quand Vinny dit « ton problème » dans la dernière cutscene, ça s'adresse directement à Marie. Donc, récapitulons tout ça dans l'ordre chronologique avant de passer à Pop Goes. Tout commence en 1961, dans le Rat & Cat Theater. Un théâtre dans lequel plusieurs personnes travaillent et produisent des spectacles tous les jours. On y trouve deux animatroniques, le rat et le chat, et une marionnette appelée Vinny. Marie ira très souvent dans ce théâtre avec son père et y jouera à cache-cache avec le rat et le chat. Un jour où il y aura tellement d'enfants qu'elle ne trouvera pas de cachette, elle ira se cacher dans une salle réservée aux employés, laissée ouverte par erreur. Laura la suivra, se disputera avec le marionnettiste qui lui reproche d'être bourré et finira par mourir sur un accident. Le chat arrivera aussi et le marionnettiste le tuera pour cacher les preuves et donner sa version des faits à la police. Officiellement, les deux employés se sont disputés et sont morts. Marie sera la seule témoin de cette affaire, mais en gardera un traumatisme qui la fera oublier. Le marionnettiste saura garder son sang-froid. Selon certains journaux du Deepscape, il aurait réussi à très bien jouer un psychopathe dans un film, ce qui nous mettait déjà sur la piste. Un an plus tard, en 1962, le théâtre ouvre ses portes de nouveau. Un nouvel incident survient, Marie fera face aux animatroniques et pleurera, n'étant pas remise de son traumatisme. Et son frère se fera frapper par le rat. Il y survivra fort heureusement, ça sera aussi expliqué dans un journal du Deepscape, nous disant qu'une marionnette mécanique aurait attaqué un enfant par lui-même. Attention, on ne parle pas ici littéralement d'une marionnette, mais plutôt d'une marionnette dans le sens mécanique du terme, quelque chose contrôlé par quelqu'un. Ici, on parle donc du rat. Une semaine après les incidents, donc il a tapé l'enfant. Marie sera prise en thérapie par un psy. Je crois que c'était l'animatronique, mais oui, quand ils sont, en fait le rat et le chat, c'est comme le, c'est comme l'idée des costumes dans FNAF. C'est pas des robots qui contrôlent, parce qu'à cette époque-là, à mon avis, les robots étaient pas encore pas très connus, mais je veux dire, l'IA n'était pas très connue, mais c'était des gens, c'était des acteurs qui jouaient derrière. Donc c'est le mec là qui était bourré, violent, qui a tapé le petit garçon. Enfin, je sais, le frère de Marie. En tout cas, je sais pas s'il était bourré à ce moment-là, mais en tout cas, il a quand même frappé l'enfant. Et à mon avis, il a dû frapper l'enfant parce que l'enfant s'est trop approché de lui. Bien entendu, c'est pas une raison de frapper un enfant, hein. Il l'aidera à se rappeler de ce qu'elle a vu et l'aidera à surmonter son traumatisme, pour qu'elle n'ait plus de cauchemars. C'est donc ici que se place Fnac 3 dans la timeline. Marie sera aidée toute la semaine du chat origami et se souviendra de la fameuse nuit au bout du compte. Elle le dira à son psy, qui le dira à la police, qui le dira sûrement à un juge, ce qui mènera à l'arrestation du marionnettiste, voire même à sa peine de mort. Marie gardera tout de même un peu de culpabilité en elle d'avoir envoyé cet homme à sa mort, mais elle s'en remettra petit à petit les mois qui suivront. Le Rat & Cat Theater sera donc très sûrement fermé suite à l'incident impliquant le frère de Marie. Les animatroniques seront envoyés dans l'usine de Fnac 2 en attendant que le prochain bâtiment n'ouvre, le Candy's Burger and Fries. En 1964, on a quelques cutscenes nous montrant le rat aux côtés de Blank et d'Old Candy, suite à l'incident impliquant le rat. Il y aura un nouveau chat, un nouveau Candy, qui deviendra Old Candy dans Fnac 1. Viennent ensuite quelques mini-jeux de Fnac 2 nous montrant l'évolution du bâtiment, et c'est en 1987 que tout reprend assez vite.
En septembre 1987, prend place la suite de cutscenes nous montrant le meurtre de deux jumeaux qui seront tués par le chat dans l'usine et qui entreront les nouveaux Candy et Cindy. Ce meurtre sera montré dans un mini-jeu de FNAF 3, celui d'après Cindy's Garden. La même année probablement, Marie ira dans un restaurant très connu actuellement, le Freddy Fazbear's Pizza. Elle y verra Puppet, lui rappelant Vinnie. Elle assimilera donc le visage de Vinnie à celui d'une Puppet triste et aux couleurs de Vinnie telle qu'elle l'a connue. Une semaine après la fermeture du Freddy Fazbear's Pizza, en novembre 1987, les événements de FNAF 1 se produisent. Marie ira dans ce fameux Candy's Burger and Fries, très sûrement pour enquêter. Si les cutscenes montrent des hallucinations de Marie, alors ça veut dire qu'elle regarde ces enregistrements, elle enquête sur tout ce qui se passe dans ce bâtiment, elle ira même jusqu'à trafiquer les animatroniques de la Custom Night, ce qui lui vaudra d'être virée. Un nouvel incident se mettra en place les années qui suivront, ce qui est montré dans les mini-jeux de FNAF 2. En 1989, Chester libère Laura qui devait être enfermée pour éviter de nouveaux incidents. Laura détruira Chester dès sa libération, le pingouin rassemblera les pièces de Chester, mais il ne sera jamais remis dans le restaurant, comme montré par un dessin du mini-jeu suivant, où un enfant demande où est Chester. Et c'est en 1993 que le pire arrivera. Durant une nuit, Laura tuera un gardien de nuit, comme montré à la fin de Candy's Adventure. Neo Candy se baladera durant un mini-jeu et on remarque que la police est déjà sur les lieux du crime. Ils piégeront Candy et le détruiront, le tenant pour responsable de l'incident très probablement. Selon un journal de FNAF 2, l'usine fournissant les animatroniques aurait fait faillite cette même année. On peut donc supposer la fermeture du Candy's Burger and Fries après cet incident. Tous les animatroniques seront envoyés dans un entrepôt de l'usine et en août 2007 prend place FNAF 2. Marilyn Schmidt, supposément la fille de Marie, passera 5 nuits dans cette usine suite à un pari perdu. Et après avoir observé les comportements étranges des animatroniques, elle décidera d'y passer une 6e nuit et de brûler le bâtiment, possiblement sur les conseils de sa mère, voire même avec son aide. Et donc la boucle est bouclée, tous les animatroniques auraient brûlé. Voici l'histoire de l'ensemble des 3 FNAF que je trouve personnellement excellente. J'espère que vous aimez, vous pouvez, de toute façon je vous mettrai la vidéo en lien normalement, si vous voulez la voir vous-même. Voici donc la chronologie, si ça peut vous aider. C'est intéressant en vrai l'histoire. Je trouve intéressant comparé à FNAF, ça change quand même l'histoire. Bon, ça reste toujours à peu près la même chose, c'est un fan game sur FNAF, mais quand même ça change l'histoire. Là, c'est pas un meurtrier d'enfants qui tue plein d'enfants. Non, là c'est juste par rapport à cause d'un accident et d'un rat en colère. Et d'un accident qui est provenu au théâtre et d'une petite fille. En fait, il y a trois personnages principaux là. Il y a Laura, il y a la marionnettiste et il y a Marie. Les trois là sont en train de suivre leur histoire en fait, à tout ce qui s'est passé de l'enfance de Marie jusqu'à ce que Marie a une fille qui s'appelle Marilyn. Il y a encore un ou deux mystères à résoudre, comme par exemple qui est Mike Schmidt dans ce lore et en quoi il se lie à Marie. Personnellement, je pense qu'il peut être le frère de Marie, ce qui expliquerait aussi son intérêt pour les animatroniques, mais il irait dans le... Mais ça c'est pas logique parce que Mike Schmidt, c'est Mike Afton en fait. Enfin, de que je sais, c'est Mike Afton, donc c'est pas logique. Freddy Fazbear's Pizza de FNAF 1 de son côté. Sinon, ça voudrait dire qu'ils auraient eu 2 autres frères et sœurs dans la famille Afton, alors que on sait très bien qu'il a que 3 enfants. Il a Mike, il a Elizabeth, il a Crychild ou Evan Afton. Enfin voilà quoi, il y a pas d'autres enfants, je pense. Et à mon avis, ça a aucun lien en fait. C'est juste qu'ils ont mis le nom parce qu'ils voulaient juste faire un lien avec FNAF quoi. Il y a quand même quelques petits liens avec FNAF dans ce jeu-là, parce que c'est un fan game de FNAF. Du coup, à mon avis, c'était juste pour faire un lien. Ou peut-être c'était juste... Il y a peut-être une raison, mais après, je vois pas pourquoi, quelle raison, en fait. Et s'il y avait un lien vraiment avec FNAF, et on verrait plus de... On verrait pas cette aventure dans celui-là, mais dans l'aventure dans Fazbear Entertainment. Je vous rappelle que Candy Burger et Fries, c'est comment on pourrait dire ça, c'est un fan game et c'est une entreprise rivale de Fazbear Entertainment, donc je vois mal
aller Mike ou un Afton aller dans ce restaurant-là, puisqu'ils sont ennemis. Enfin, ils sont pas amis, quoi. Ils sont des concurrents. Donc, je vois pas pourquoi il y aurait une aventure là-dedans. Mais bon. Gardez donc bien cette timeline en tête et changeons directement totalement de sujet. Parlons de Pop Goes cette fois. Voilà. C'était très intéressant. C'était très intéressant parce que, comme je vous ai dit, sur cette chaîne YouTube, vous pouvez retrouver des roleplays faire par un étranger américain. Je crois qu'il est américain. Et mince, j'ai du mal avec lui. Et du coup, il y a plein vous voyez, il y a plein, ça reprend plein de trucs canons en fait. Je cherche que, enfin voilà quoi. Du coup, comme je dis, j'avais un projet en tête par rapport à cette aventure, un peu inspiré de ça, mais différent. Et et du coup, je connaissais pas du tout ce fan game. Du coup, je me suis dit, je vais le découvrir avec vous avant de commencer ce projet. Parce que je veux d'abord m'inspirer aussi du canon. Bien entendu, je spoil pas, je changerai des trucs, des éléments et tout ça, mais ou peut-être que je m'inspirerai pas. Vous verrez de toute façon quand ça sortira. Pour le moment, voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir!